Le cercle RH est notre débat d'actu avec plusieurs sujets aujourd'hui. Alors vous allez me dire, de semaine en semaine, on parle toujours du même sujet. Non, on va parler du chômage, mais sur le plan européen, parce que le chômage a fortement baissé sur le plan européen, et on comparera d'ailleurs les chiffres français avec d'autres pays qui se portent mieux que nous, il faut le reconnaître, les Allemands, les Pays-Bas. Je mets de côté l'Espagne qui a encore un taux de chômage très très élevé. On va parler aussi de ce contrat d'engagement jeune. On en a parlé cette semaine sur le plateau avec Thibaut Guilluy. Alors c'est vrai que c'est un contrat d'engagement qui est assez critiqué, parce que la gauche trouve que ça ne va pas assez loin, et la droite trouve que ça coûte trop cher. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que c'est vraiment le bon chemin pour réduire ou permettre l'insertion ? On va en parler. Puis il y a cette campagne, alors, qui est un peu de l'agite-propre, mais qui dit quelque chose. Depuis mercredi à 9h22, les femmes, dit cette campagne, travaillent gratuitement. Alors évidemment, c'est tiré d'une association qui a fait des calculs savants. Tout ça pour parler de l'inégalité salariale entre les femmes et les hommes. Et on en parle avec mes invités. Olivia Copin, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes fondatrice de Just Business. Vous avez déjà repris 2 fois. Enseignante au CELSA. Merci d'être là. À vos côtés, Jean-Claude Beaujour, avocat international en droit des affaires, vice-président de France-Amérique. Merci d'être là. Et puis François Vigne est avec nous, associé chez Sycomore Corporate Finance et membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Je vous vois sourire parce que vous dites, ça y est, il le dit bien. Merci beaucoup. C'est quand même une très belle étape de franchie. Chiffre du chômage, regardez, ils sont tombés il y a 2 jours. Le chômage baisse en Europe, tant dans les pays qui ont l'euro que au sein de l'Union en général. Regardez ce chiffre, 7,4, ça c'est le taux de chômage de la zone euro en septembre 2021. Taux de chômage en France, 7,7. Et quand on affine un tout petit peu, et qu'on fait la liste des pays, c'est vrai que ça ne baisse pas partout pareil. Si bon élève que ça, la France, parce que c'est vrai qu'on a fait cocorico la semaine dernière, on s'est dit le chômage baisse, on est sorti de la crise. Il faut mesurer. Il faut d'abord se réjouir. Enfin, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde que le chômage baisse en France. Donc je pense qu'on ne peut que s'en réjouir. Après, il reste du chemin à faire parce qu'on reste parmi les mauvais élèves de la classe par rapport aux meilleurs élèves. Vous parlez d'Allemagne, on peut parler des Pays-Bas, et ils sont, je dirais, depuis longtemps. On peut parler aussi de l'Irlande qui est à 6,2. Il y a le Danemark qui est également en dessous de 4%. Donc il y a beaucoup de pays qui sont meilleurs que nous alors qu'ils n'ont pas d'avantage a priori structurel, au départ, en tout cas meilleurs que nous. Donc on a encore du chemin à faire. Et il faut par ailleurs mettre en avant le fait, ou en tout cas mettre en lumière le fait qu'on a dépensé quand même beaucoup d'argent, parce que ça, c'est les résultats avec énormément d'argent qui a été mis dans la machine, avec beaucoup d'aides que nous avons contractées. Donc c'est globalement de l'argent qu'on a investi. Et si on retire ces soutiens, il est possible qu'il y ait un effet sur le chômage et sur l'emploi. Alors, les aides sont arrêtées, François Vigne. On a retiré la prise en partie. Oui, mais... En partie, non ? On la retire, doucement. Très très douce. Oui, on doit être content. Sur le plan européen, ça baisse. On doit systématiquement se réjouir quand les choses vont mieux. Alors, est-ce à dire que c'est l'Eldorado ? Non. Pourquoi ? Parce que derrière ce chômage, derrière ce chiffre, il y a une structure finalement du chômage en France. C'est la distorsion entre l'offre et la demande. C'est un certain nombre de sujets qui n'ont pas été résolus, formation professionnelle, rendre un certain nombre de nos concitoyens aptes au travail. Bref, on voit bien qu'on pourrait nettement mieux faire si on parvenait à s'attaquer aux racines même du mal. Je pense vraiment aux 500 000 emplois qui ne sont pas pourvus en France, alors même que nous avons plusieurs millions de chômeurs. Ça, c'est une vraie difficulté. On devrait se dire, mais tous les emplois devraient être pourvus. Et si on gagnait 500 000... Logiquement, en termes, j'ai envie de dire, en termes lambda, on se dit, tout devrait être pourvu. Et pourquoi est-ce que le tout n'est pas pourvu ? C'est bien parce que nous avons un vrai souci sur l'adéquation entre l'offre, la demande, la formation de nos jeunes et de nos moins jeunes. Peut-être une flexibilité du marché. Flexibilité, alors peut-être ou absence de flexibilité. Vous êtes président de ce mouvement France-Amérique. Évidemment, on ne peut pas comparer le modèle américain, mais avait une souplesse entre les entrées et les sorties pour, lorsqu'on quitte une entreprise, on retrouve un emploi facilement. Qu'est-ce que vous en pensez de ces chiffres du chômage ? Alors, je leur dis, 3,4% de chômage chez l'Allemagne. Alors, on dit l'Allemagne ne va pas bien économiquement, c'est compliqué. Sauf que, bon, en tout cas, sur son chômage, ça se passe plutôt bien. Les Pays-Bas sont très bien. Je le redis, l'Espagne est à plus de 14% de chômage. C'est un pays qui a été durement touché. Il faut continuer à accélérer, parce que la reprise est là, et paradoxalement, on a une pénurie d'emplois. Tous les chefs d'entreprise qui viennent sur le plateau nous disent « je n'arrive pas à recruter », il y a encore quelques minutes.
Oui, effectivement. Alors, je rejoins ce que vous disiez. On ne peut que se réjouir que ce fameux mur de la dette de liquidation judiciaire, de licenciement n'a pas eu lieu, tant mieux. Après, je pense que même au niveau européen, il faut prendre un peu de recul par rapport à ces chiffres-là, puisque avec le Covid, l'économie mondiale s'est quand même arrêtée massivement. D'ailleurs, on l'a vu avec la chute des émissions de carbone cette année-là. Donc, en fait, ces taux de croissance, ce taux de chômage qui diminue, finalement, c'est la conséquence de cet arrêt-là. C'est-à-dire que les agents économiques ont reporté leurs projets, leurs investissements, et donc, quelque part, leurs embauches aussi, en 2020, l'année suivante. Donc, il faut quand même prendre des gants avec ces chiffres-là. Effectivement, on peut se réjouir, mais je pense que la suite va être plus compliquée. Et d'ailleurs, dans les pays qui ont déconfiné plus vite, où la reprise a lieu plus tôt, on commence déjà à ressentir quelques signes d'essoufflement, notamment en Angleterre ou aux États-Unis. Donc, à prendre avec précaution. Après, je rejoins ce que vous disiez concernant la France. Ce qui est intéressant surtout, c'est que le chômage structurel, le chômage de longue durée, en tout cas, lui, n'a pas du tout baissé. Donc, on voit bien qu'on est sur un sujet plus de fond, plus structurel, et voilà, qui est loin d'être résolu. Ce qui me semble par ailleurs intéressant, c'est le fait que cette baisse du chômage, et qu'on voit depuis quelques années, vient battre en brèche certains pensifs qui avaient été développés pendant pas mal d'années. Par exemple, sur il faut partager le travail. On voit qu'en fait, le travail... le chômage baisse quand la croissance augmente. Il y a un lien fort entre croissance et emploi. La grande bataille pendant les 35 heures. Donc la réduction du temps de travail n'a pas permis de faire baisser le chômage. Au contraire, elle l'a accru. En revanche, la croissance permet de faire naître des emplois. Et donc je pense que ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'il faut accélérer encore le potentiel de croissance de la France afin d'améliorer encore l'emploi en France et de venir remettre dans l'emploi tous ceux qui en sont encore exclus. Alors malgré la baisse, j'ai vérifié avant de préparer l'émission, malgré cette baisse du nombre de demandeurs d'emploi, le nombre numérique de demandeurs d'emploi est supérieur là en 2021 qu'il l'était à l'arrivée d'Emmanuel Macron en 2017. Enfin, il y a tout un débat sur le président a fait baisser le chômage. En fait, pas tant que ça. Il y a 20 000 demandeurs d'emploi supplémentaires, ce qui peut paraître paradoxal. Pénurie d'emploi, est-ce qu'il n'y a pas, avant de passer au contrat jeune, mais qui est lié, c'est une manière de faire une transition, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'incertitude? Je vois des sondages, là, je lis des sondages où les Français disent je suis inquiet pour mon avenir. En 2025, je ne vois pas l'avenir. Je suis inquiet pour la suite. Ce qu'évoquait Olivia Copin. Il n'y a pas comme ça une sorte d'état d'âme des Français, des salariés qui disent je ne vais plus au travail, je suis un peu résigné. Il y a ça un peu quand même. Et pas seulement, parce que là, vous parlez de ceux qui recherchent un emploi. Moi, je pense à ceux qui emploient. On oublie très souvent que nous avons un tissu d'entreprise qui est fait de petites et moyennes entreprises. Donc, ce sont des gens qui, au quotidien, prennent des risques. Ce sont des gens qui, comme on dit, qui mouillent la chemise pour pouvoir faire fonctionner le pays. Et quand l'atmosphère, le contexte est négatif, eh bien, ça n'incite pas. Donc, effectivement, on peut imaginer que le message décliniste qui est tenu en ce moment, ça peut avoir un impact aussi sur l'économie parce qu'on a peur. On a peur de s'engager. On a peur parce que on a une économie qui est ouverte. On a des contrats gagnés à l'international. Et qui peut être fragile aussi. On voit ce que ça nous a coûté le stop and go pendant la période du coronavirus. Nous avons un certain nombre d'entreprises qui fonctionnent vraiment avec les marchés étrangers. Leur dire qu'on ne sait pas ce que sera notre politique dans quelques mois, eh bien, c'est très simple. En tant qu'avocat, je peux vous dire que nos clients parfois nous disent on attend le mois de mai évidemment tranquillement pour pouvoir prendre des engagements. Ça, c'est vrai. Vous qui avez contact des entreprises, en général, on gèle les investissements et on attend de voir ce qui se passera à l'issue d'un second tour d'une élection. On rentre dans une phase où il ne va pas se passer grand-chose. Non, j'évoquais l'idée, je l'ai peut-être mal exprimé, mais qu'il y avait une forme de confiance dans les chiffres de l'économie. Le chômage baisse, la croissance est bonne, les entreprises n'ont pas licencié comme ça avait été annoncé. Et pourtant, les Français sont dans une situation ils sont un peu gris, ils sont un peu hésitants, ils doutent. Oui, parce que je pense que la crise du Covid, c'est pas qu'une crise économique. Enfin, il y a aussi une crise de sens. Donc, il y a une grosse crise sur le rapport au travail. Exactement. Pourquoi je travaille, à quoi ça sert. Là, on est en plein COP26, donc on va quand même difficile de pas en parler, mais il y a quand même aujourd'hui de plus en plus ce qu'on appelle de l'éco-anxiété, c'est-à-dire les psychologues, les psychiatres reçoivent de plus en plus de patients, de jeunes patients, qui sont souvent totalement démunis, impuissants.
Donc, quand on parle de la croissance, je suis d'accord, la croissance permet de... Mais elle diminuer est le chômage. orthogonale avec le débat de la Mais COP. la jeunesse aujourd'hui, est-ce qu'elle a envie d'avoir plus de croissance pour plus polluer Donc en fait, tout ça, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, crée aussi un climat de forte inquiétude et parfois voilà, un sentiment d'impuissance, de désespoir qui est jamais favorable à l'économie. La croissance, pour paraphraser le général de Gaulle sur l'Europe. Olivia Copin, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a une partie de cette jeune génération qui aspire peut-être à autre chose. Oui, mais encore, elle aspire aussi à avoir un travail, à pouvoir contribuer au monde. La croissance ne doit pas être polluante. Et je pense qu'aujourd'hui, on met tout en œuvre pour développer de nouveaux modèles de croissance non polluants. Et objectivement, ce que veulent les jeunes, la qualité des jeunes, c'est avoir un emploi pour pouvoir avoir une famille, pour pouvoir se développer et pour pouvoir vivre leur vie. C'est le cas de la majorité. Évidemment, on va trouver... il y a plein de profils différents. Il y a quand même de plus en plus de jeunes qui rejettent le salariat. Donc ça, oui, c'est quand même mais le salariat, c'est le statut de salarié. C'est quand même trouver un job dans la plupart des cas. Et là encore, je pense qu'il faut éviter de flatter l'anxiété parce qu'il y a souvent quand même aussi un contexte anxiogène. Et évidemment, on a un monde qui bouge beaucoup aujourd'hui. Enfin, il y a des ruptures technologiques, des ruptures environnementales, des ruptures fondamentales. Mais il faut donner confiance aux gens. Tout ce qu'on a annoncé, tous les catastrophistes ont été démentis par les faits, je dirais, depuis 2 ans. C'est vrai. Heureusement, les catastrophes ne se sont pas succédées. Donc, faisons-nous confiance, ce qui ne veut pas dire ne pas avoir Mais confiance. créons de la richesse, c'est votre message. Créons de la richesse, C'est ça. Transformons l'environnement pour faire une économie qui ne soit pas polluante, faisons attention aux autres et ayons une économie inclusive, mais travaillons ensemble et ayons confiance, on va y arriver. Ayons confiance. Lorsque je dis décliner, c'est pas simplement, je pense pas simplement aux politiques, je pense à tout l'écosystème, avec des gens sur tous les chiquiers, y compris les environnementalistes, etc. Tous ceux qui nous annoncent des catastrophes en nous disant que c'est inéluctable, etc. Effectivement, ça provoque de l'anxiété. Moi, je rencontre parfois des jeunes, y compris des jeunes très bien diplômés de grandes écoles qui devraient avoir l'avenir devant eux et qui me disent « je ne suis pas rassuré ». Peut-être que, je vais paraphraser ce qu'a dit Olivia Copin, elle l'a dit mieux que moi, mais les reportages, les chiffres qu'on nous indique sur le réchauffement climatique, la mer, les fronts de mer, le pétrole, enfin tout ça contribue quand même à créer une sorte de zone d'incertitude. Mais Nostradamus avait dit beaucoup de choses aussi. Non, ce que dire, c'est que la crise climatique, elle a déjà lieu. On est dedans. À l'époque, il n'y avait pas de chaîne d'information en continu ou à longueur de journée, parce que Nostradamus, j'ai lu la première page. Mais il n'y avait pas de... Donc je me suis préservé de Nostradamus. Aujourd'hui, à longueur de journée, vous avez cela, eh bien ça finit par vous polluer, c'est véritablement anxiogène. Alors, je ne suis pas en train de me rajeunir, mais en 90, mon professeur René Abraham à Sciences Po nous expliquait que si les hommes n'avaient pas inventé la cheminée, les hommes des cavernes seraient morts dans les cavernes. Si on n'avait pas inventé la voiture automobile, on serait tous morts sous les tonnes de crottin qui auraient malheureusement rendu la Terre impropre à vivre. Et donc, on a trouvé des solutions. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à trouver de solution aujourd'hui. D'équilibre entre le développement. Un instinct de survie. L'homme a un instinct de survie. Je ne pense pas que l'espèce humaine est comme on nous le dit pour mourir dans s'autodétruit. C'est ça. Non, mais je suis d'accord, mais en même temps, ce qui paraissait impossible avant, comme une pandémie, enfin, ça relevait des scénarios. Est une réalité. Non, on l'avait oublié. Olivia, on l'avait oublié. Olivia, nous avions qui paraissait impensable. Olivia, pardonnez-moi, nous avions oublié que ça existait, la grippe espagnole. Oui. On avait oublié parce qu'on est rentré dans un système du tout sécurité. Et ça nous est... du zéro risque même. En revanche, moi j'en tire un enseignement. C'est que par exemple, sur certaines politiques, nous ne pouvons plus faire des politiques strictement nationales, mais il faut imaginer les choses à l'échelle internationale, et notamment nous devons avoir une politique de santé qui prenne, avec une OMS qui fonctionne autrement, l'OMS plus efficace. Mais oui, mais justement, plus efficace. Ça ne va pas nous aider ça dans le débat. L'OMS nous dit attention, le virus revient, méfiez-vous, ça monte dans plusieurs pays européens. Et c'est vrai que ça va arriver en France. Il faut réformer. Et vous voyez, ça n'arrange pas notre débat. Oui, mais donc ça veut dire qu'il faut que nous réfléchissions à des mesures communes et que ce ne soit pas chacun dans son coin qui prenne ces mesures individuelles. Il y a un lien assez fort entre cette pénurie d'emploi et cette volonté du gouvernement avec ce contrat d'engagement jeune. Vous avez vu, au début, j'avais titré contrat jeune. Attention, contrat jeune, ça nous renvoyait au XXe siècle. Quasiment au XXe siècle. Ces contrats d'engagement jeune, c'est le Premier ministre qui l'a dévoilé il y a quelques jours. 500 €, attention, c'est un contrat en échange d'un engagement jeune, 15 à 20 heures de formation, un peu tous azimuts. Qu'est-ce que vous en pensez, François Vigne ? Parce qu'il y a un débat sur les NEET, c'est ce mot qu'on utilise, alors sans formation, sans emploi, sans revenus, on les appelle aussi les décrocheurs, ceux qui sont
hors zone. C'est une bonne initiative ou pas à 6 mois d'une présidentielle? Et on n'est pas fanat au départ, si on peut dire, de tout ce qui est allocation. Enfin, et on préfère avoir des gens en position d'emploi, enfin employés, et que des jeunes qui sont simplement indemnisés pour d'autres choses. Une fois qu'on a dit ça, on a ce problème des 1 million à peu près de jeunes sans emploi et sans études, sans formation. Vous dites 1 million, il y a un débat sur le chiffre. Non, parce que sur le montant, si on multiplie 500 euros fois 1 million, vous voyez... On a dit que ce dispositif allait plutôt concerner 300 000 jeunes, parce qu'après, il y a des degrés d'éloignement d'emploi, il y a des durées. Donc, on en diagnostique à peu près 1 million, il y a 300 000 qui sont considérés par le dispositif. Tout ce qui pourrait être fait pour permettre aux jeunes de rentrer dans le marché du travail sera positif. Maintenant, je préfère aujourd'hui qu'on fasse de la prévention, qu'on aide sur leur formation, pour éviter aux jeunes de passer par ces contrats d'engagement. Donc, la formation initiale, l'éducation nationale, l'adéquation des formations aux besoins d'économie. Donc, on a plein de choses à faire. Une fois qu'on a dit ça, on a un besoin immédiat. Alors certes, ce contrat vient juste avant les élections. On peut penser qu'il est un tout petit peu électoral. Il n'empêche qu'il faut traiter ces jeunes. Il faut leur permettre, de donner le coup de ce qui va leur permettre de rentrer sur le marché du travail et ce qui va leur permettre de rentrer sur le marché du travail. Ce dispositif a ses inconvénients, mais il faut que ces jeunes puissent rentrer le plus tôt possible dans le marché du travail. Bonne nouvelle, ou je dirais un petit peu gadget, parce que la droite dit ça va coûter très cher et c'est pas efficace, et la gauche dit à l'envers, mais non, il faut aller beaucoup plus loin, il faut prendre en charge tous ces jeunes qui voulaient un RSA jeune. Ça fait écho évidemment à ce débat-là. Ma pensée est la suivante. Nous parlons de qui ? Nous parlons de jeunes qui sont en situation de détresse, et donc tout ce qui peut les aider à remettre le pied dans le système est favorable. Donc je ne vais pas dire c'est dramatique parce qu'on leur donne un peu d'argent. Pour autant... Un peu d'argent, c'est 500 euros. C'est pour ça que un peu d'argent, parce que ce peu d'argent, je parlais... Parce qu'il faut aller sur le terrain. On ne vit pas avec 500 euros, il faut quand même le préciser. Hein. Mais ce que me disent un certain nombre d'acteurs qui sont sur le terrain, me disent, vous savez, il y a des situations de telle pauvreté, de détresse sociale, que parfois un gamin n'a pas de quoi se payer un ticket de métro, etc. Donc ça, c'est une chose. Pour moi, ce qui est important dans cette histoire, c'est que si cet argent, ce budget, je crois qu'on parle de 500 millions d'euros, si ce budget permet... Qui est faible par rapport au nombre de jeunes. Qui permet à ces jeunes de rentrer durablement sur le marché de l'emploi, je dis bravo. Sauf que j'attends une chose. L'accompagnement. C'est pas juste on va prendre 2 rendez-vous et puis on va satisfaire à 2 rendez-vous. 15 à 20 heures de formation, c'est le contrat. Il faudra hebdomadaire. Il faudra surtout 2 points. Un accompagnement de qualité parce que ce sont des jeunes qui ont décroché, savoir arriver à l'heure, savoir avoir confiance en soi, savoir effectivement respecter l'autorité, la hiérarchie. Dans une entreprise, ça existe. C'est ça le véritable accompagnement dont ces jeunes ont besoin. Deuxième chose, la formation, avoir des formations en adéquation avec les besoins du marché. Là encore, c'est pas juste je vais faire une formation ou juste on vous donne une formation pour cocher une case. Donc là, il y a ce risque en effet. Là, on a un vrai travail à faire. Et c'est la raison pour laquelle, moi j'ai une idée. Mars 2022, le début de la... J'ai une idée. Je pense que tous ces jeunes devraient être au moins, au-delà du conseiller Pôle emploi, l'idéal serait qu'au moins ces jeunes rencontrent 3 ou 4 heures dans One Shot, un vrai dirigeant, un employeur, pour pouvoir lui donner les véritables codes, parce que ce sont ceux qui emploient, c'est vous, c'est chacun d'entre nous qui employons, qui connaissons nos besoins. Et ça... voilà, je pense qu'il y a peut-être un gap qu'il faudra combler le moment venu. Olivia Copin, vous en pensez quoi ? C'est une rustine ? C'est quoi ? C'est un sparadrap sur une jambe de bois, comme on dit ? C'est au moins le mérite d'exister. Après, effectivement, ce qui est intéressant, c'est la sémantique. Emmanuel Macron parlait de revenus en juillet. Aujourd'hui, on parle de contrat d'engagement. Alors, un contrat, c'est déjà quand même des parties, un consentement mutuel avec des obligations réciproques. Et ensuite, on rajoute le mot engagement. Donc, on montre qu'on est vraiment dans la notion... C'est pas de l'assistanat, ça c'est important. Hein. Et là où je vous rejoins, c'est que c'est vrai que je pense pas que c'est je pense pas que c'est une chance qu'on donne aux jeunes de leur donner 500 euros ou 300, 400 euros et quelque part de les maintenir dans cette précarité-là. Ce qu'il faut, c'est aller les chercher. Alors, concrètement, comment on fait ? Parce que, comme vous le disiez, ces jeunes-là, ils sont sans emploi, sans formation. Quelque part, ils sont sortis du système. Totalement. Moi, j'ai envie de les appeler les invisibles. C'est une forme d'invisibilité. C'est une forme d'invisibilité, sauf que c'est un enjeu, effectivement, on est dans une année électorale importante, donc il y a toujours cet enjeu politique, voilà. Mais il y a un enjeu de citoyenneté aussi, parce que s'ils sont invisibles économiquement, c'est ces gens-là qu'on retrouve dans l'abstentionnisme. Exactement. C'est quand même un enjeu crucial pour nos démocraties, ou alors dans le vote des extrêmes. Et donc, même si les montants sont parfois pas à la hauteur du... Voilà, mais... Et de la délinquance, excusez-moi. Oui, quand on est perdu, on bascule parfois du mauvais côté. Hein. Moi, je trouve que ça a au moins le mérite d'exister. Et d'aller les
les chercher. Et c'est la raison pour laquelle je dis on ne peut pas faire trop de politique avec ce sujet-là, parce que effectivement, moi je partage complètement l'idée de dire que l'enjeu va au-delà des 500 millions. L'enjeu va au-delà de l'emploi. C'est un enjeu de société. Nous ne pouvons pas laisser 1 million de jeunes sur le carreau. Ça n'est pas possible dans une grande démocratie. Il nous reste peu de temps. Je voulais juste vous écoutiez Thibaut Guilluy. Il était notre invité, qui est le haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Il est très engagé sur cette question, évidemment, aux côtés d'Elisabeth Borne. Écoutez ce qu'il disait sur notre plateau, justement sur ce contrat d'engagement jeune. Vous savez, quand un jeune prépare son avenir, soit il est en études, et d'ailleurs quand il est en études, qu'il fait ses études, la société accepte tout à fait, trouve ça tout à fait normal de lui accorder une bourse quand il n'a pas les moyens ou que ses parents ne peuvent pas lui apporter les moyens de pouvoir faire ses études et de se nourrir, de se loger. Eh bien c'est le même principe ici. Quand un jeune prépare son avenir, mais en réfléchissant à son projet professionnel, en recherchant un emploi, dans cette période-là, si la société n'est pas à côté d'elle à lui accorder une bourse, finalement une allocation, pendant cette période la plus courte possible, eh bien ça ne peut pas fonctionner. Et donc on donne les moyens aux jeunes de pouvoir réussir avec un vrai accompagnement, avec plein d'activités, de la formation sur mesure, et puis évidemment une allocation pour ceux dont les revenus sont trop modestes. Juste un mot pour clore. La métaphore, enfin, l'image avec la bourse est intéressante parce qu'on donne des bourses aux étudiants pour étudier et il dit aussi pourquoi pas imaginer cette aide, ce coup de pouce. Si la formation est la même, parce que là encore, dans le cas des bourses, c'est bien, il y a des études en face. Donc s'il y a l'accompagnement et la formation en face, ouais. c'est tout à fait juste. Vos vigilances, c'est sur la qualité de la formation qu'on va donner. Qualité et vraiment accompagnement par rapport aux besoins. Je vous dis, ce sont des jeunes qui sont sortis du système. Il faut vraiment les aider à retrouver le système. Et par exemple, une amie qui est frontalière me disait, nous, on a besoin, par exemple, que nos jeunes, quel que soit leur métier, sachent parler allemand. Quand vous vivez à Strasbourg, eh bien, ça peut être un plus pour pouvoir intégrer un certain nombre d'emplois disponibles. Dernière séquence, vous l'avez tous vu cette information parce qu'elle a fait grand bruit. Les femmes travaillent gratuitement. Olivia Copin, vous travaillez donc gratuitement depuis mercredi 9h22. Vous êtes à votre compte, donc vous vous êtes dit, bon, moi je suis tranquille. Évidemment, c'est une campagne pour sensibiliser, mais qui soulève la question de l'écart de salaire entre les femmes et les hommes. Vous êtes sensibilisé à cette question. Vous êtes chef d'entreprise, donc vous n'êtes pas dans le salariat à vous dire, tiens, le collègue homme qui fait le même boulot que moi, je sais son salaire et il gagne 20% de plus. Ce qui n'est pas votre problématique. Mais cette question-là, elle est fondamentale quand même. C'est une question, c'est un enjeu de société, l'égalité entre l'homme et la femme. C'est un sujet dont on parle chaque année. Ça avance un peu quand même. Ça avance. Là, il y a une loi qui a été votée par le Sénat. Marie-Pierre Rixain, absolument. Pour promouvoir les femmes dans les COMEX. Voilà, exactement. Parce qu'effectivement, plus elles vont accéder à des postes à haute responsabilité, c'est aussi les postes qui sont le mieux rémunérés. Et il y a aussi, je pense, vraiment la question du congé maternité. Je pense que tant qu'en fait le congé maternité sera à la charge uniquement de la femme, les inégalités disparaîtront pas complètement, parce que quand vous regardez vraiment les histoires, les chiffres et ce qu'il y a derrière les chiffres, finalement, la rupture, elle se fait au moment du congé mat. Vraiment au moment où il y a où il y a la vie de famille qui commence. Pas uniquement. Avec une inégalité. François Vigne. Pas uniquement, parce que il y avait également l'égalité homme-femme, c'est la loi Rixain qui fait avancer la loi Copé-Zimmermann. Nous sommes très engagés dans l'entreprise et au sein des entrepreneurs et dirigeants chrétiens pour promouvoir, pour assurer l'égalité homme-femme dans tous les emplois. Et on est bien d'accord que ça concerne aussi la maternité. L'égalité salariale, on entend bien. L'égalité salariale, c'est important. Et donc également la prise en compte de la vie de famille, puisque ça peut être sinon un facteur en effet d'inégalité très important. En même temps, on le voyait, et il y avait d'autres études qui paraissaient sur le fait que c'est pas simplement lié à l'égalité dans les mêmes postes, c'est souvent aussi des choix de carrière qui sont différents, voire des choix de métier. Aujourd'hui, les hommes choisissent les carrières les plus rémunératrices. Ils vont dans les métiers les plus rémunérateurs. Et les femmes, filières les RH, métiers innovants les plus rémunérateurs. Les femmes, souvent, pour différentes raisons, choisissent aujourd'hui des carrières moins rémunératrices. Ce sont aussi des choses qui font... Elles s'autocensurent en quelque sorte. Alors, il y a plein de mécanismes derrière, mais on est en train de rentrer dans un débat important, mais donc ça commence aussi par la formation. La formation est donner la possibilité aux femmes d'accéder à ces carrières pour assurer une vraie égalité. La finance, la tech, parce que vous êtes dans la finance, mais il y a la tech aussi. Absolument. Pourquoi est-ce que, par exemple, la magistrature s'est considérablement féminisée ? Aujourd'hui, il y a plus de juges que de juges, si je puis me permettre ce jeu de mots, parce que beaucoup de garçons vont vers les cabinets d'affaires plutôt que d'aller vers la magistrature. Deux choses. La loi sur l'égalité homme-femme, elle existe depuis 1972. La réalité, c'est que nous sommes loin, effectivement, de ce caractère effectif. Je crois qu'il y a
une chose que nous pourrions mettre en œuvre, parce que tout ce qui a été dit est complètement juste. Je crois qu'il faut que nous ayons une culture Du quota. de l'égalité. Non, parce que je pensais au quota, vous voyez, je jette le mot comme ça. Non. Parce que c'est des quotas qu'on met en place. Hein. Oui, mais je pense qu'il faut que nous ayons une culture de l'égalité. Depuis le plus jeune âge, ça s'apprend à l'école. Parce qu'effectivement, je suis complètement d'accord, les choix de carrière se font en fonction, les filles vont avoir des activités qui sont moins rémunératrices, des carrières qui sont moins rémunératrices, des secteurs qui sont moins rémunératrices. Quand on travaille dans la santé, on gagne moins que quand on travaille dans les nouvelles technologies. Et ce ne sont pas des postes à responsabilité, je m'autorise. Il y a d'autres choses qui se cachent. C'est que culturellement aussi, il faut que les femmes, les filles, apprennent à parler argent comme les hommes. Très souvent, on le voit, nous, dans nos cabinets ou des cadres, au moment des négociations de pudeur, salariales, il y a gêne. une pudeur à parler argent. Et c'est vrai c'est vraiment culturel, c'est là où il faut. Les hommes se surévaluent, j'ai vu dans une étude. Absolument. Ils s'augmentent plus. Absolument. À poste égal, une femme est plus modeste. Absolument. Donc, il y a évidemment la question de la maternité, il y a l'organisation de la société, mais il y a aussi tous ces petits éléments aux côtés. La sociologie. La sociologie, les choix de carrière, le comportement qu'on peut avoir, le fait que la femme accepte qu'elle puisse avoir une vraie carrière. Et puis, dernier point, il faut que les femmes acceptent aussi, en tout cas, pas acceptent parce qu'elles ne le refusent pas, mais il faut qu'elles sachent qu'on peut aussi se faire coacher. Je vois qu'un certain nombre, je connais une association qui organise le coaching, le mentorat pour des femmes, quels que soient les niveaux, quels que soient les secteurs d'activité, pour justement leur donner les clés de la réussite, parce que là encore, en tant qu'homme, on peut le dire, il y a des clés de la réussite dans la société. On va à tel club, on fait telle chose, etc. Les réseaux. Ce sont des choses à savoir, et c'est pas mal de dire, ben oui, quand on veut voir une carrière progresser, il faut jouer les mêmes, avoir les mêmes clés donc que voilà, les hommes. donc je dis aux femmes, allez-y, là aussi, la loi ne fera pas tout, il faut qu'elles y aillent. Olivia Copin, les quotas, juste d'un mot, parce qu'il nous reste peu de temps, mais en fait, le gouvernement n'assume pas ce mot, parce que c'est un mot extrêmement sensible qui nous renvoie aux États-Unis, c'est l'affirmative action, mais c'est une politique de quotas. Quand il y a toujours eu des quotas. 40% de femmes dans un COMEX, à partir de 2028, les entreprises auront du temps. On met en place des quotas. Oui, parce que le quota, il faut l'assumer. Finalement, c'est un accélérateur, ça permet de faire gagner du temps, changer des mentalités, c'est ça. Changer une culture, ça prend beaucoup plus de temps. Effectivement, je rejoins mes camarades. On entraîne beaucoup plus, on élève beaucoup plus les hommes dans la culture pour être des leaders, ouais. Être dans le leadership. La les performance. femmes, c'est plus le care, voilà, plus de. Donc, je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire auprès des jeunes générations. Effectivement, désacraliser le sujet de l'argent, c'est ce que disait Christine Lagarde en 40 ans de carrière. Elle a vu plein d'hommes, voilà, lui demander des augmentations, pas une seule femme. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus. C'est vrai, elle évoquait cette chose. Et je rejoins quand même sur le sujet de la famille, parce qu'on a vu quand même que la crise du Covid a quand même beaucoup plus précarisé les femmes, parce qu'elles étaient en charge beaucoup plus des tâches du foyer. Oui, ça avance lentement. Donc ça avance lentement. Mot de la fin, François Vigne. Non, mais je pense qu'on est tout à fait d'accord. Et les quotas sont un mal nécessaire parce que là encore, on assume. Toutes les femmes que je connaisse sont en même temps contre les quotas parce qu'elles disent, moi je veux pas être finalement là sont choquées à cause du quota. Oui, parce que j'ai l'égalité. Mais il faut que les quotas sont nécessaires, mais il faut qu'on arrive à les dépasser. Les femmes Marine Balanchard, je vais vous dire, je vais vous dire, ça c'est l'obsession de ceux qui disent on veut pas les quotas parce on sera jugé uniquement à l'aune de pas faux. Et pas sur nos compétences. Pas sur nos compétences, c'est complètement faux. Quelqu'un qui gère une entreprise, dans 8 cas sur 10, on va essayer quand même, malgré tout, de prendre quelqu'un qui a la bonne compétence. J'ajoute que ça permet... Admettons qu'il n'y ait pas toute la compétence, mais ça permet d'amorcer le mouvement. Parce que sinon, on vous dit en permanence, ah ben non, on n'en trouve pas, c'est rare, il faut qu'on réfléchisse. Mais ça oblige l'entreprise à fouiller un petit peu. Et ça permet aux jeunes de se projeter aussi, d'avoir des modèles féminins. C'est vrai, exact. Mais là-dessus, on aura un Steve Jobs féminin, voilà, et donc du coup, ça va permettre. Et là-dessus, vous avez énormément de publications, je le dis, et puis chacun pourra aller chercher, énormément de publications en français comme en anglais sur la manière, effectivement, de bâtir. Et je pense que les femmes devraient s'approprier toutes ces clés pour bâtir une carrière sans pour autant... Tout en gardant leur énergie, leur personnalité, absolument. leur style, parce qu'après tout, il ne faut pas qu'elles ressemblent aux hommes, mais qu'elles soient des femmes. C'est un vrai sujet, cette question, la forme d'acculturation. C'est un sujet très large, mais qu'il faut ouvrir et qu'il faut assumer aussi. Bien sûr, les femmes doivent rester des femmes dans leur personnalité. Merci Olivia Copin d'être venue nous rendre visite, fondatrice de Juste Business, enseignante au CELSA. Merci Jean-Claude Beaujour, avocat international en droit des affaires et vice-président de France-Amérique.
Il y a un S à Amérique. Ouais. C'est les Amériques du Nord et du Sud. Ouais. C'est ça, vous êtes sur les deux, quasiment les deux continents. Quelle ambition. Après, moi, je m'occupe des États-Unis, Les États-Unis, c'est ça. Non, bah, c'est très vaste. qui est déjà un grand territoire. C'est gigantesque. François Vigne, merci d'être venu associé chez Sycomore Corporate, finance et membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. Et devinez quoi, on parle de pénurie de salariés. Bah oui, une entreprise essaie de résoudre ce problème. On le reçoit.